Rebonjour tout le monde et merci d'avoir patienté. On a eu quelques petits soucis techniques avec la connexion d'Alice, mais heureusement elle nous a rejoints. Donc je vous laisse avec Camille Chadna et Alice Rivoal de Soprasteria qui vont vous parler du combat de la dette technique. Donc voilà, vous avez 45 minutes de présentation devant vous avec des questions-réponses. Je vous laisse poser vos questions dans la section Q&A comme d'habitude. Et puis s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on discute ensemble. Très bonne présentation à tous et à tout à l'heure. Merci Alice. Eh ben bonjour à tous encore une fois. Eh ben j'ai de nouveau perdu Alice. J'espère qu'elle va me rejoindre. Alors, hop, je sais pas. Alors, et la question c'est est-ce que je lui envoie un message, savoir si oui ou non elle s'est perdue en chemin ou si elle va nous rejoindre. Ah, elle arrive, c'est parfait ça. Ok. Eh ben, je vais commencer, hein, puis Alice, elle nous rejoindra quand elle pourra. Eh ben, encore une fois, bonjour à tous et merci d'être ici pour notre conférence sur le combat de la dette technique. Aujourd'hui, elle va vous être présentée par moi-même, Camille Chadena. Je travaille depuis 2 ans chez Soprasteria. J'ai commencé en tant que développeur, après j'ai poursuivi en tant que Scrum Master. Et là, je continue encore dans la gestion de projet avec des missions de chef de projet. Ah bah, Alice nous a requittés de la table. Et aujourd'hui, je vais faire cette conférence donc avec Alice, qui elle aussi travaille depuis 2 ans chez Soprasteria pour le compte de EDF. Elle a commencé en tant que développeur et là actuellement, elle travaille en tant que proxy PO sur son projet. Mais peut-être qu'elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors aujourd'hui, déjà, on voudrait commencer par remercier l'ensemble des sponsors. C'est vrai que sans eux, on ne serait pas là, on ne pourrait pas vous présenter cette conférence. Donc, merci à tout le monde, vraiment. Et on espère que cette conférence va vous plaire. Donc, comme le disait Alison, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de la conférence sur Q&A. Si à la fin vous avez des questions, pas de problème, on pourra vous faire monter sur scène pour que vous les présentiez à l'oral. Il faut savoir que cette conférence, elle est enregistrée, donc si vous montez sur scène, vous allez être enregistré. Voilà, que tout le monde soit bien au courant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? On va vous présenter les éléments de la dette technique. Ensuite, on va poursuivre par le combat de la dette technique. On va continuer par les indications, par les identifications et l'estimation des éléments de la dette technique, suivi du classement, des engagements, de la réduction évidemment de la dette technique. Et pour terminer sur le suivi de la dette technique et bien sûr une petite conclusion. Alors, est-ce que Alice nous rejoint? Parce que c'est elle qui commençait. Donc j'ai besoin d'elle. Alors, je t'invite à poursuivre un petit peu toute seule. Je suis avec elle en off pour essayer de résoudre le problème. Mais voilà. Donc, pas de stress. On fait tout pour que ça marche, mais continue ta presse. Ça marche. Bon, et ben du coup, je vais tricher. Je vais commencer pas par ces slides, mais par ces slides-là. En fait, aujourd'hui, on va commencer par un petit klaxon pour savoir si oui ou non vous connaissez plutôt bien les éléments de la dette technique. Normalement, Alice aurait dû vous faire une petite définition, mais elle vous la fera juste après. Alors, est-ce que je peux vous coller dans le chat le lien vers le klaxon? C'est Alice qui m'appelle. Allô? Tu veux faire comme ça? Tu veux passer par mon micro? Attends, je vais essayer de te mettre.
Camille, il semblerait que tu aies coupé ton micro, donc on ne t'entend plus. Et on n'entend pas non plus Alice, du coup. Si tu pouvais réactiver. Ouais. Camille, est-ce que tu es là? Est-ce que vous nous entendez là? Oui, on entend. Et moi aussi. Du coup, je suis en appel. Oui, oui, on l'entend. Ok. Bah, ok, c'est reparti alors. Donc, vous avez fait notre petite présentation. Et là, Alice, je ne sais pas si tu vois l'écran, mais on est sur les éléments de la dette technique avec les termes et les différents types de dette technique. Ok, super. Alors, bah, déjà, bonjour à tous. Excusez-moi pour le désagrément qu'on peut avoir. Alors, la dette technique, d'où vient le terme et qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient d'un concept du développement logiciel qui a été inventé par Ward Cunningham en 1992. Ça vient d'une métaphore inspirée du concept existant de dette dans le domaine des finances qui a été appliqué au domaine du développement logiciel. Donc, pour citer ce Ward Cunningham, livrer du code pour la première fois, c'est comme s'endetter. Un peu de dette accélère le développement tant qu'elle est remboursée rapidement avec du refactoring. Le danger survient lorsque la dette est non remboursée. Chaque minute passée sur du code qui n'est pas tout à fait adapté à la tâche de programmation actuelle compte comme intérêt sur cette dette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est que la première chose, si vous me dites que sur votre projet, vous n'avez pas de dette technique, je ne vous crois pas. À partir du moment où il y a du code, on va avoir de la dette technique. Et ensuite, par quoi elle se traduit en fait? On va pouvoir voir que si un développeur passe du temps sur autre chose que sa tâche actuelle, et ben en fait c'est un signe de dette technique et c'est un signe qu'il y a quelque chose à faire. Donc en fait, il ne devrait pas passer du temps sur autre chose que sa tâche actuelle. Et tout le temps qu'il passe à côté, c'est de l'intérêt sur la dette technique. On va avoir deux types de dette technique, la dette intentionnelle et la dette non intentionnelle. C'est exactement comme leur nom l'indique. Donc, c'est-à-dire que la dette intentionnelle, c'est celle qu'on va introduire dans notre logiciel en sachant qu'on l'introduit. Donc, c'est souvent pour gagner du temps, en fait, qu'on va vouloir intégrer de la dette technique. Et la dette non intentionnelle, celle-là, elle est plus difficile à identifier également parce qu'on n'a pas voulu l'introduire et elle est introduite par des défaillances de code, de développeurs pas forcément très compétents, de manque de relecture ou autre. Je vais vous proposer une petite activité sur Klaxoon. Alors, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer directement dessus. Voilà. Donc, vous allez avoir par-dessus l'image de la forêt de bambou, vous allez avoir des éléments qui peuvent ou non être considérés comme de la dette technique. Et je vous propose de voter. Donc, il faut cliquer sur l'élément et voter avec le petit cœur qui s'affiche dans la barre à gauche si vous pensez qu'il s'agit d'un élément de la dette technique. Vous pouvez également ajouter des idées, mais vu qu'on a un petit peu de retard, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de tout les revoir. Excusez-nous. J'essaie de partager mon écran 2. Mais ça lag. Google Chrome ne répond plus. Raymond ne répond plus? Ouais, Google Chrome, ouais. Ah mince. Je sais pas quoi faire. Camille, ne t'inquiète pas, tu es toujours en ligne. Donc on t'entend toujours, on entend toujours aussi Alice, donc tu peux continuer. C'est vraiment la loose. Pour toi non, il n'a pas plus rien sur Raymond. Là, j'ai Google Chrome ne répond plus. J'ai voulu partager mon écran 2 et ça a bugué. Écoute, de notre côté, sur le Klaxoon. vous dites Je sais pas quoi faire. Continuez les filles, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on entend toujours ce qui se passe, donc vous pouvez toujours parler sur ce qui se passe au niveau de votre klaxon, il n'y a pas de problème. Bien, il vote en même temps. Ok, je pense qu'elle m'entend pas. Je ferme le programme. Ouais, je pense qu'elles ne nous entendent pas. Du coup, je vais rester avec vous.
Je vous invite à continuer du coup de participer sur le board Klaxoon qu'elles nous ont partagé pour pouvoir voter sur la dette technique. On a un peu plus de temps du coup. Profitons-en. Et nous sommes de retour. Ah, vous êtes de retour, super. Vous nous entendez tout le temps, donc il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez pris le temps de voter. Hop. Non, c'est bien, vous êtes bien amusés, vous êtes touchés à tout. On va recacher ça. Hop. Hop. Ok. Bon, on va dire qu'on vous a laissé assez de temps pour voter et rajouter d'autres idées. Alors, je vais essayer de vous partager deux screens en même temps. Est-ce que c'est possible? Si je vous fais écran bleu tout à l'heure, ça a bugué. On va quand même réessayer. Yes. Ok. Donc, voyons voir pourquoi vous avez voté. Hop, on va essayer de trier un petit peu. Hop. Solution, défaut de conception. Tac, tac, tac. Voilà. Super. Ok. Merci à tout le monde pour ces votes. Alors du coup, je vais passer du coup un peu à la solution entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui est un élément de la dette technique et qu'est-ce qui correspond à d'autres dettes en fait? Alors on va effectivement avoir le code SMEL qui est considéré comme de la dette technique. C'est une mauvaise pratique de code et on a pas mal de solutions pour s'en débarrasser, mais du coup il s'agit bien de dette technique. L'obsolescence, eh ben oui, c'est la dette technique également, l'obsolescence des technologies. Il faut toujours faire attention à être à peu près à jour. Les défauts de conception, c'est également de la dette technique. La complexité inutile du code. Alors quand je disais inutile, c'est-à-dire que c'est une complexité qui ne vient pas du fonctionnel. On peut avoir du code qui est très complexe parce que le fonctionnel est très complexe. Dans ce cas-là, c'est pas de la dette technique. Par contre, si on rajoute de la complexité par-dessus, eh ben là, oui, ça correspond à de la dette technique. Ensuite, vous avez mis les bugs et les anomalies. Alors non, c'est pas de la dette technique, pour le coup, ça fait partie de la dette de qualité. Par contre, ça peut être des indicateurs de dette technique, dans le sens où si on se rend compte qu'on a beaucoup de bugs dans la même partie de code, bah, c'est peut-être qu'on a des choses qui sont pas très compréhensibles sur cette partie-là du code. La redondance de fonctionnalité, alors ça peut être de la dette technique, effectivement, parce que pour moi, ça correspond un peu à de la complexité inutile. Du retard sur des nouvelles fonctionnalités, alors non, c'est pas de la dette technique, ça va être de la dette fonctionnelle. Par contre, effectivement, si on se rend compte qu'on prend beaucoup de retard sur de nouvelles fonctionnalités, ça peut être un indicateur également de dette technique. Des comportements applicatifs inconsistants, non plus, c'est pas de la dette technique, c'est de la dette d'expérience utilisateur. Ensuite, l'obsolescence technique, bah, ça va avec l'obsolescence, donc oui, c'est de la dette technique. L'accumulation des fonctionnalités. Alors, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que si notre application a plein de fonctionnalités, c'est peut-être qu'elle en a besoin. Par contre, si on accumule des fonctionnalités inutiles, bah, là, il y a peut-être des questions à se poser, mais pour moi, ça correspondrait plutôt à de la dette fonctionnelle. Le manque de connaissances sur une partie du projet. Alors ça, par contre, il s'agit de dette technique. Par contre, ça correspond pas à un manque de compétences qui, lui, correspond à une dette de compétences. C'est quoi la différence? Bah, par exemple, sur mon application, je vais vouloir ajouter une fonction métier qui utilise du MATLAB. Personne dans l'équipe n'a jamais fait de MATLAB. Bah là, c'est un manque de compétences. C'est pas de la dette technique.
Par contre, si on a plusieurs personnes qui vont se poser la question quand on a une évolution à faire sur une partie du code, où on va avoir tous les développeurs qui disent « Ah ben non, ça personne connaît, on ne sait pas comment le reprendre, il n'y avait que Michael qui savait comment faire, mais il est parti le mois dernier », bah là par contre c'est de la dette technique. Le manque de process, ça ne sera pas de la dette technique, ça va être de la dette de process. Et du coup, je vois que vous avez rajouté le manque de documentation ou de mise à jour de la doc. Oui, ça peut être considéré un peu comme de la dette technique, surtout quand on a des process mis en place pour les mettre à jour qui ne sont pas forcément respectés. Et le temps qui passe, bah, c'est effectivement le temps qui passe, oui, mais c'est pas lui-même qui est de la dette technique, c'est parce qu'on va avoir de l'obsolescence qui va se mettre en place, parce qu'on va avoir des équipes qui changent, qui ont peut-être moins de connaissances, etc. Hop. Vous n'avez pas été trop mauvais, même si vous êtes plus voir sur quelques. Ici, là, sur la droite, on voit que, effectivement, ça, c'était pas des éléments de dette technique. Voilà. Donc, maintenant qu'on a à peu près identifié ce que pouvait être de la dette technique, il faut savoir aussi que cette définition, elle n'est pas noir sur blanc, elle n'est pas acceptée par tout le monde. Donc, ça dépendra beaucoup de vos projets, en fait. C'est-à-dire que si vous considérez que les bugs et anomalies, ça pourrait être de la dette technique, entre guillemets, vous le définissez vous-même dans votre équipe tant que vous êtes tous d'accord sur cette définition-là. C'est ce qu'on va beaucoup dire pendant cette présentation, c'est qu'on va vous proposer des éléments, mais que ce sera à vous de les intégrer à votre projet et peut-être de les adapter. Donc maintenant qu'on a un peu vu la définition, je vais laisser Camille enchaîner pour vous parler du combat. Le combat. Donc aujourd'hui, l'épreuve de jour, l'épreuve que Denis va nous proposer, ce sera l'application à la recherche de la noix de coco. Dans le cahier des charges, Denis nous propose 3 éléments. Donc, les 3 éléments, le premier, c'est la possibilité de prendre une photo du cocotier. La deuxième, c'est calculer le meilleur chemin pour aller à la noix de coco. Ah, on m'entend super mal. Attendez, il faut que je me rapproche. Est-ce que là, on m'entend mieux? Yes, on va dire que oui. Donc, je le refais. Denis nous a proposé une épreuve aujourd'hui, c'est à la recherche de la noix de coco. Pour réussir cette épreuve à la recherche de la noix de coco, il faut répondre aux 3 éléments suivants. La possibilité de prendre une photo du cocotier. Ensuite, le deuxième, c'est de calculer le meilleur chemin pour arriver à cette noix de coco. Et le dernier, d'avoir une description du chemin de la noix de coco en rose. Voici les éléments que notre cher Denis nous a proposé aujourd'hui. Alors, Denis nous a proposé ces épreuves à 2 équipes différentes. La première équipe qui va rentrer dans le combat, on va l'appeler l'équipe jaune. L'équipe jaune, elle est axée sur la sortie de développement hyper rapide, sur le fonctionnel. Franchement, c'est des gens qui pensent vite, qui pensent bien et qui veulent sortir très, très rapidement ce que Denis leur a demandé de faire, l'application que Denis leur a demandé de faire. La deuxième équipe, on va l'appeler l'équipe rouge. Donc là, l'équipe rouge, ce sera plus une équipe orientée d'aide technique. Donc elle est axée sur les dernières technologies, sur le maintien du produit. Voilà, cette équipe, elle va essayer de penser très très loin, que leur application, elle dure dans le temps et essayer de répondre aussi aux critères de Denis le mieux possible. Alors, à votre avis, que pourrait-il se passer pour chacune des applications connaissant les appétences des différentes équipes? Voilà, voici le résultat de l'équipe jaune. Donc, le premier écran, c'est un smartphone sur lequel on voit une image de noix de coco, mais bon, enfin de cocotier, mais le traitement d'image est assez limité. On dirait quand même un dessin d'enfant. Est-ce que vraiment la photo correspond au cocotier ou c'est un dessin? Ensuite, il y a un chargement interminable. Voilà, ça lag, on attend. On veut savoir comment on arrivera à cette fichue noix de coco. Tout ça pour arriver à ceci. Donc, le chemin vers la noix de coco est bien en rose, mais alors je ne suis pas sûre que le babon de Dora l'exploratrice puisse suivre vraiment ce chemin pour arriver à la noix de coco. Ensuite, le résultat de l'équipe rouge. Qu'est-ce qu'on a chez l'équipe rouge? On a l'image suivante.
Donc, nickel, traitement d'image hyper complexe. On voit vraiment que c'est un cocotier. Limite, on dirait que c'est de la 4K. Enfin, bel exploit. Ensuite, on n'a pas de chargement parce que le calcul est super rapide. En fait, derrière, ils ont fait un algorithme avec les dernières technologies qui sont allées récupérer au CNRS pour calculer le plus rapidement possible le chemin. Sauf qu'au final, eh ben, il n'y a pas de chemin en rose parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ça. En fait, ils sont tellement focus sur tous les autres éléments que l'application n'est pas forcément finie. Donc voilà, les résultats finaux, aussi bien l'équipe jaune, donc on va l'appeler équipe fonctionnelle, qui s'est vraiment basée sur arriver le plus vite possible aux résultats que Denis leur avait demandé, et l'équipe rouge avec un traitement d'image un peu meilleur, mais par contre, on ne voit pas forcément le chemin. Donc là, je vais vous demander de retourner sous Klaxoon. Et il y a un nouvel élément qui va apparaître. Hop, on tourne sur le côté. Parfait. Ici, vous allez voir, il y a l'équipe jaune et l'équipe rouge. Et est-ce que vous pouvez me répondre, à votre avis, quelle application est la meilleure et qui gagne le combat? Donc, comme tout à l'heure, je vous laisse voter. Vous sélectionnez la petite image jaune si vous votez pour l'équipe jaune ou rouge si vous votez pour l'équipe rouge. Et on voit qui c'est qui gagne. Je vous laisse 2 minutes, enfin même pas 1 minute, il est 11h30. Je vous laisse jusqu'à 11h31. Et j'ai une autre petite question en parallèle que vous pouvez voter juste en dessous. Ici. Est-ce qu'il faut combattre à tout prix la dette technique? Je ne vous en dirai pas plus sur cette question, je vous laisse répondre à ça. Est-ce qu'il faut combattre à tout prix la dette technique et répondre si oui ou non en dessous. Ok. Alice, on s'arrête là pour les votes ou... Ouais, je pense que c'est bon. Ok, alors ici on voit que c'est l'équipe jaune qui remporte la manche. Donc ce sera l'application qui met longtemps à charger, mais au final on a vraiment ce chemin rose qui apparaît. Et après, en seconde position, on aura l'équipe rouge sur la dette technique. Ouais, effectivement, on peut répondre à plein d'autres questions. Du coup, faut-il combattre à tout prix la dette technique? Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez répondu oui. Du coup, si vous avez répondu oui, c'est qu'il faut la combattre à tout prix. Et potentiellement, pourquoi c'est pas l'équipe rouge qui aurait gagné, vu que c'est cette équipe-là qui a combattu à tout prix la dette technique, mais au final, c'est pas elle qui a remporté l'épreuve. Et oui. Donc, si on repart sur notre petite présentation. Est-ce qu'au final, la solution n'aurait pas été un mix des deux équipes? Comme on disait, il faut peut-être la combattre, mais en même temps, il faut aussi essayer d'avancer le plus possible les applications. Donc pour ça, il faut pouvoir identifier et estimer justement tous ces éléments de dette technique. Et je vais laisser la main à Alice pour vous expliquer un peu comment identifier et estimer ces éléments-là. Tout à fait. Alors, tout d'abord, qui peut identifier cette dette technique? Ça peut être l'ensemble des membres de l'équipe. Et souvent, on va avoir des indicateurs aussi qui vont venir d'utilisateurs ou d'autres membres hors équipe, mais qui peuvent indiquer la dette technique. À quel moment on veut créer un ticket de dette technique? Alors, pour une dette intentionnelle, ça va être au moment où on choisit de la créer, avec les justifications aussi qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi de la créer. Pour une dette non intentionnelle, ça va être au moment où elle est détectée, parce qu'on n'a pas vraiment voulu l'intégrer au logiciel. Ok, très bien, au moment où on la détecte, mais comment on peut l'identifier, comment on peut la détecter? Alors, on peut mettre en place plusieurs règles dans l'équipe qui vont faire que on va repérer un comportement qui peut indiquer une dette technique. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on a eu 3 bugs sur la même partie du code, sur le même composant récemment,
bah, c'est un indicateur de dette technique, donc on peut se dire qu'il faut aller regarder un peu plus précisément ce qu'il y a dans le code qui pourrait créer ces bugs à répétition. Ensuite, on peut avoir des code smells, donc c'est des mauvaises pratiques de code qui sont aujourd'hui pas mal reconnues. On a pas mal de documentation là-dessus qu'on peut mettre en avant au niveau de l'équipe pour que les développeurs puissent les reconnaître et surtout ne pas les utiliser. Ensuite, d'autres indicateurs de cette dette technique, ça va être l'augmentation des complexités ou la baisse de la vélocité. Si l'équipe elle s'est rendue compte qu'elle avait du mal à livrer des US fonctionnels, et ben elle va augmenter artificiellement la complexité des US. À l'inverse, si l'équipe elle veut pas augmenter les complexités, ben on va se rendre compte qu'il y a une vélocité qui est beaucoup moins importante. Ensuite, un autre indicateur qui est important et qu'on sous-estime souvent, c'est le bonheur des développeurs. Qui n'a pas entendu dans un stand-up, dans un daily stand-up, un développeur dire « Ah non, j'avais pas envie de prendre cette tâche-là » ou des choses comme ça. Bah, ça, c'est un indicateur qui veut dire que s'il n'a pas envie de travailler sur cette partie du code, c'est que potentiellement, on a du mal à la comprendre, qu'elle est complexe inutilement, etc. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des outils d'analyse syntaxique du code, par exemple. On parlera un peu plus tard des différents outils qui se proposent à nous, mais ça peut être intéressant de mettre en place des indicateurs qui vont automatiquement pouvoir nous dire là, il y a des éléments du code qui ne devraient pas apparaître. Ensuite, comment on va vouloir estimer la dette technique? Donc, comme tout US, le remboursement d'une dette technique doit pouvoir être estimé, en fait. Donc, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est soit d'intégrer les dettes techniques identifiées au poker planning et les estimer comme on estimerait une US, ce qui permet d'avoir des indicateurs identiques pour l'un et pour l'autre. Ou alors, on peut aussi mettre en place une méthode spéciale d'estimation de remboursement d'une dette technique. Donc là, ça veut dire un peu séparer la dette technique des US classiques plus fonctionnels. Et ça va dépendre beaucoup de la façon dont vous allez gérer le remboursement de la dette technique sur votre projet. Donc, je ne vais pas spoiler parce que c'est un autre sujet juste après. Mais du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre en place des méthodes pour pouvoir estimer cette dette technique, parce que pour pouvoir les embarquer ensuite dans votre sprint, il va bien falloir savoir quelle charge elle représente. Donc maintenant, je vais laisser Camille enchaîner pour pouvoir classer et formaliser cette dette technique. Exactement. Donc, maintenant qu'on a identifié et estimé les dettes techniques, on va essayer de répondre aux questions suivantes pour essayer de classer justement tous ces éléments. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est ces questions-là. C'est des questions qu'on essaie de mettre en place dans notre projet, mais bien sûr, en fonction du projet, comme l'a déjà dit Alice et comme on va le redire, vous pouvez en trouver d'autres. Donc, les questions principales, ce seront les suivantes. Quelles sont les dépendances, les impacts? Par exemple, combien de composants sont touchés, impactés, dépendants? Si vous voyez une maison, on a 4 murs. Forcément, si on a un des murs qui est impacté par une fuite d'eau, est-ce que les 2 autres n'ont pas été impactés? On va essayer de répondre à cette question-là. Ensuite, quelle est l'ampleur, l'estimation du temps perdu à cause de cet élément de dette technique? Voilà, est-ce que je clique sur un bouton et en fait, mon chargement, il dure 30 secondes. Tous les jours, je perds 30 secondes. Après, la question d'après, c'est quelle est la fréquence d'utilisation? Ce bouton, en fait, je clique 15 fois par jour dessus. Donc, ça fait 30 secondes fois 15. Donc, au final, est-ce qu'à la fin de la journée, j'ai perdu combien de temps à attendre que ce bouton puisse m'amener à la page où je voulais? Donc, voilà, la fréquence. Combien de fois par jour, semaine, par mois est utilisé le composant possédant cet élément de dette? Après, la dernière question qu'on va proposer ici, c'est les références sur les impacts et sur le fonctionnel, c'est-à-dire sur le business. Comment les utilisateurs sont impactés? Est-ce que ce sera un problème plus de back, du coup ce sera juste les développeurs qui vont devoir le prendre en compte, ou est-ce que justement c'est vraiment un problème de front, où là les utilisateurs ils vont le nez dessus et tous les jours ils vont voir ce problème-là? Voici les 4 questions qu'on peut se poser. Après, pour affiner aussi cette question, ce qu'on vous propose, c'est lors de la création de votre ticket de dette, lorsque vous détectez un élément de dette, imaginez-vous un post-it, vous pouvez écrire les indications suivantes. Donc, les composants touchés,
les dépendances, comme on en parlait juste avant, savoir ce qui peut être impacté, les fréquences des impacts, donc combien de fois par jour, par mois, semaine, etc. La criticité des impacts, est-ce que oui ou non mon produit va être à risque? Est-ce que c'est critique de le laisser partir comme ça? L'âge de la dette technique, est-ce que c'est un élément qu'on a découvert il y a 2 jours parce que ça a été rajouté il y a 2 jours, ou est-ce que ça dure depuis 4 ans et puis on l'a laissé de côté, c'était pas très grave. Voilà, c'est un peu vieux. Est-ce que la dette était intentionnelle ou pas? Donc, par exemple, on devait faire un développement, on a vu cet élément-là et on s'est dit, bah non, moi j'ai que 4 jours pour réaliser ma tâche. Ça, je vais complètement le laisser à côté et je sais que ça va être un élément de dette, donc elle est intentionnelle. Ou alors, au contraire, pas du tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'était pas intentionnel et là, il va falloir le faire remonter aussi. Quand se fera ressentir les impacts, par exemple, si votre application au jour actuel elle est française et que demain vous voulez l'exporter aux États-Unis et que vous avez une petite horloge à l'intérieur, actuellement les impacts, c'est pas grave vu que l'horloge c'est à l'heure française, mais dans 2 ans, quand il va falloir déployer l'application aux États-Unis et que l'heure sera toujours sur le créneau français, là ça va être un peu plus important quand même. Et au final, le coût du refactoring, savoir si il va falloir potentiellement acheter des nouveaux outils, demander des nouvelles machines virtuelles, des nouvelles bases de données, combien ça va coûter tout ça. C'est important aussi de faire remonter sur cet élément, sur ce ticket de dette technique. Après, une fois que vous avez répondu à tout ça, il est aussi possible de classer ces éléments de dette technique par objectif. Nous, on va vous proposer la liste suivante, donc par exemple par maintenabilité, productivité, support, automatisation, sécurité, intégrité et qualité. Ça, c'est vraiment une liste. Par exemple, moi, sur mon projet, on a du support, on a de la productivité, maintenabilité, mais après, les autres, on ne les aura pas forcément comme catégorie. Ça donne aussi une idée de savoir quel élément est potentiellement plus impacté par ces éléments de dette technique et ça peut vous donner une idée sur ce qu'il va falloir prioriser ou non. Mais encore une fois, ces objectifs sont propres à chaque projet. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette liste, et dans ce cas-là, c'est à vous de vous créer vos propres objectifs pour pouvoir mieux classer vos éléments de dette. Donc, une fois que vous avez répondu à tout ça, vous avez pu trouver des objectifs, répondu aux questions principales sur la fréquence, les impacts, etc. Donc, vous allez pouvoir prioriser ces tickets de dette. Nous, ce qu'on vous propose, c'est 3 niveaux. Donc, le niveau 1 qui est considéré comme critique, c'est-à-dire que mon produit est à risque. C'est impossible de faire sortir mon produit si j'embarque cet élément de dette-là. Le niveau 2, ce sera majeur. Mon produit peut sortir, mais je sais qu'il va avoir des limites. En attendant, c'est pas ouf, mais on sait qu'il peut quand même sortir. Le dernier, ce sera le niveau 3, le niveau mineur, c'est-à-dire que mon produit fonctionne, mais il y aura toujours quelque chose à améliorer. Au final, pour la dernière question à se poser pour essayer de pouvoir donner un niveau entre vos éléments de dette technique, ce sera avec quelle dette je dois traiter et avec quelle dette je peux vivre. Si vous ne pouvez pas vivre avec cette dette, alors dans ce cas-là, donnez-lui un niveau critique. Si vous pouvez vivre avec cette dette, réfléchissez si c'est mineur ou majeur. Et bien sûr, une fois que vous avez donné un niveau à vos éléments de dette, l'État il peut évoluer au cours du temps. Si, encore une fois, l'application est française et qu'elle part dans 2 ans aux États-Unis et que l'horloge, il va falloir la gérer dans 2 ans, est-ce que cet élément de dette-là, ce ne serait pas mineur? Mais après, si demain on vous appelle, on dit « Ah ben non, mais en fait, l'application, elle part dans 2 jours », là, peut-être que cet élément de dette, il va passer critique assez rapidement. Et inversement, si le projet, finalement, il dure un peu plus longtemps dans le temps, est-ce que les éléments critiques ne vont pas passer mineurs? Voilà, toujours regarder un état de ces éléments, un classement, et qui peut évoluer dans le temps. Maintenant, on va partir sur les engagements. Donc, c'est bien d'avoir estimé, d'avoir identifié, estimé et classé, mais il faut aussi s'engager, savoir tout le travail qu'on a fait, ne pas l'avoir fait pour rien et essayer de le prendre en compte. Donc, qui peut classer la dette technique et quand? Ce sera l'équipe de développement qui pourra donner une première estimation. Donc, l'estimation, elle peut se faire soit à la création du ticket, soit à la cérémonie du backlog raffinement. C'est bien aussi d'avoir l'ensemble de l'équipe qui peut donner son avis sur cet élément de dette technique parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui a plus d'informations ou plus de connaissances sur cet élément et pourra toujours affiner justement cette estimation.
Et au final, qui décide d'embarquer ou non ces éléments dans le sprint, dans le product backlog, et bien ce sera le product owner. Le product owner est vraiment chef de son product backlog et c'est à lui de dire si oui ou non cet élément-là, on l'embarque dans le product backlog. Donc ça reste quand même une grande discussion entre l'équipe de l'équipe de développement et le product owner pour le product owner pour prioriser les éléments qu'on souhaite embarquer. Alors effectivement, c'est le product owner qui l'a décidé. Par contre, on propose quelques engagements de moyens à mettre en œuvre sur vos projets. Tout simplement parce que même si on arrive à dire au product owner c'est important, il faut résoudre, il faut rembourser la dette, eh bien, il y a un moment où il va se retrouver entre deux US et il va dire ouais mais quand même l'apport fonctionnel il est plus important, ça donne plus de valeur à mon produit et parfois il va avoir du mal à mettre en place, en fait, à choisir les gestes de l'aide technique. Et du coup, on peut proposer des engagements de moyens. Donc, c'est de mettre à disposition 1% de complexité du sprint, par exemple. Donc, par exemple, 10% de la complexité totale du sprint qui est réservée à la résolution de dettes techniques. On peut avoir également un nombre de points définis à chaque sprint qui est réservé pour des US de dettes techniques. Donc ça nécessite quand même d'avoir des US identifiables différentes pour des US fonctionnels et des US de dette technique. L'autre solution aussi, c'est de faire des sprints orientés US de dette ou de correction. L'exemple de Camille sur son projet, c'est que eh bien, pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances d'été, il y a beaucoup moins de fonctionnels qui sont disponibles pour pouvoir répondre aux questions ou être réactifs quand on a des interrogations. Donc, ces sprints-là, qui sont faits un peu avec moins de monde, eh ben, on peut les orienter techniques, où du coup, on aura moins besoin d'aller chercher le métier et où on pourra faire, nous, nos choses de nos côtés. Il y en a certains qui sont très contents d'avoir moins de travail à faire pendant cette période-là. Et sinon, moi, de mon côté, sur mon projet, on est plutôt sur du pourcentage de complexité du sprint qui est réservé pour ça. Et si vous travaillez avec des clients, n'hésitez pas à leur proposer ça dans une proposition contractuelle. Comme ça, on est sûr qu'à chaque fois, on a des pourcentages des nombres de complexités qui vont être remarqués pour que l'application puisse survivre le plus longtemps possible avec moins d'éléments d'aide possible. Il faut se dire aussi que moins on prend en compte de la dette technique tôt dans son projet, plus on va avoir besoin en fait de temps pour la résoudre. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur des projets où ils n'ont pas du tout géré la dette technique pendant 5-10 ans et à la fin ils se retrouvent à devoir mettre un pourcentage de complexité du sprint qui est de l'ordre du tiers voire de la moitié du temps et ça pénalise fortement l'augmentation du S fonctionnel ou de nouvelles fonctionnalités. Et ça peut avoir aussi sur la réduction de la dette. Comment, Alice, tu nous proposes de relire tout ça? Du coup, là, on a vu comment résoudre, on va dire, de la dette qu'on a pu identifier. Mais le but aussi, c'est d'éviter de l'intégrer à l'application. Donc là, c'est plutôt pour limiter l'ajout de dettes non intentionnelles. Donc déjà, la première chose, ça va être de limiter le nombre de technologies qu'on utilise sur notre logiciel, sur notre application. Tout simplement parce que plus de technologies on a, plus il faut gérer les obsolescences de chacune d'entre elles et c'est du travail en plus. Ensuite, choisir une solution répondant aux besoins. On n'a pas forcément besoin de prendre des solutions toutes neuves, toutes qui viennent de sortir, qui sont génialissimes, quand notre besoin, il est moins important. Donc, prendre des choses qui sont peut-être un peu plus anciennes, qui ont été éprouvées et qui répondent aux besoins actuels. Mettre en place des règles de codage dans l'équipe. Donc, bien les partager avec toute l'équipe et pour écrire du code maintenable et lisible par nous et par les autres. En écrivant également de la documentation technique, ce qui évite d'avoir ensuite des zones de code totalement floues où on ne sait pas du tout ce qui se passe. En faisant de la revue de code ou du pair programming au fur et à mesure de l'avancée du projet, notamment afin de s'assurer que les règles établies en amont ont bien été respectées, donc les règles de codage et la documentation. En mettant en place des tests unitaires qui permettent de s'assurer que le comportement du code est bien celui attendu et qu'il n'y a pas de régression à chaque nouvelle livraison. Et en mettant en place des outils d'analyse syntactique de code et d'intégration continue qui permettent de voir rapidement si une dette, un problème a été créé. Ok, une fois qu'on a aussi pu essayer de la réduire, on va essayer de la suivre, cette dette technique, effectivement, si on a identifié ces
éléments, c'est bien de faire un suivi et de voir qu'elle peut réduire justement au cours du temps, et ça donne aussi une certaine motivation à l'équipe. Pour ça, on vous propose différents éléments. Encore une fois, il faut vraiment l'adapter en fonction de votre projet. Si actuellement, vous travaillez déjà sous des éléments que vous voyez ici à Scrum avec des tableaux Kanban, etc., réutilisez-les, ne dupliquez pas les éléments, enfin les outils que vous utilisez. Ce qu'on vous propose, c'est par exemple un panier à dette maison. Moi, par exemple, dans mon projet, du moins quand on n'était pas en télétravail, mais encore tous ensemble dans les mêmes bureaux, on avait affiché sur un mur ce panier à dette maison avec nos 3 niveaux, critique, majeur et mineur, et nos 2 différentes applications, donc bac et outils. Et on passait les tickets sur ces différentes colonnes et lignes. Après, ce que vous pouvez avoir en plus dématérialisé, c'est-à-dire des Kanban, des Scrum, des Trello. Donc là, vous devez sûrement connaître les 3 différentes lignes avec à faire en cours et terminé. Vous pouvez effectivement ajouter le nombre de lignes que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter à tester ou alors ou même une colonne bloquée. Surtout, enfin, franchement, adaptez-le à ce que vous faites déjà dans votre projet. Ici, là, vous pouvez donner des couleurs en fonction des priorités, si c'est critique, majeur ou mineur. Si vous faites ça dans votre bureau, on vous conseille de coller des post-it de couleurs, des petites paillettes de couleurs pour essayer de changer en fonction si ça devient critique, mineur ou majeur. Et voilà sur les différents éléments. Et un dernier qui peut aussi être très utile si vous utilisez du code source sous GitLab, il y a le GitLab sur lequel on peut utiliser des issues. En fait, les issues permettent de remonter les éléments qui ont un élément de dette technique, et on peut aussi les afficher on peut afficher l'ensemble des issues sur GitLab, et ça donne vraiment une vision d'ensemble sur l'ensemble des éléments de dette qui ont été remontés. Après, pour continuer le suivi de la dette technique, on a des outils open source dont Alice vous a parlé juste avant. C'est pour faire du suivi calimétrique, par exemple. On aura SonarCube, CheckStyle, FindBugs, PMD. Vous pouvez voir ici, on a une petite capture d'écran de SonarCube. Plus les indicateurs sont au vert, plus votre projet est considéré comme de qualité. Si vous descendez vers le rouge, et dans ce cas-là, ce sera un peu moins qualitatif. Mais c'est bien de voir avancer ça. Si par exemple votre application avait des indicateurs tout au rouge et au fur et à mesure vous montez vers le vert, je peux vous assurer que vos développeurs et même vos product owners seront très contents de voir ce suivi-là. Après, on va avoir des outils un peu propriétaires, donc comme CAS, Copility, Certify. Là, je ne vais pas trop vous en parler parce que ce n'est pas du tout ce que j'utilise sur mon projet. Moi, j'utilise vraiment SonarCube. Je vous les propose, je vous laisserai voir ce que ça donne. Et pour finir, on peut aussi avoir des outils d'intégration continue comme Jenkins ou GitLab CI. Moi, par exemple, actuellement, sur mon projet, j'utilise Jenkins. Donc, c'est bien, on essaye de mettre en place des règles comme quoi tous les soirs, nos applications elles sont lancées et les matins, on a des alertes, savoir si oui ou non ça a bien été intégré, déployé. Si tous les matins c'est vert, ça veut dire que notre suivi a bien fonctionné, tant mieux, tout passe. Et si des fois on a des indicateurs rouges, et là, comme le disait Alice, potentiellement ça peut être un indicateur de dette technique et essayer de relever les éléments de dette. Et voilà pour nous. Du coup, nous allons arriver sur la conclusion. Du coup, pour conclure, on peut dire que toujours présente dès lors qu'on va livrer du code, mais qu'elle n'est pas forcément mauvaise, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer volontairement pour rendre plus rapide la livraison de nouvelles fonctionnalités. Par contre, il faut bien penser qu'elle doit être remboursée un jour. Donc, c'est un réel engagement qui est entre les PO et les développeurs. Voilà. Une fois que cet engagement a été fixé, il faut aussi penser à faire un suivi de la dette technique. En fait, c'est important de faire ce suivi, de ne pas faire tout ce travail pour rien. Le but, c'est de montrer que la prendre en compte, c'est aussi avancer dans notre projet. Et au final, ce sera un gain de temps pour tous, aussi bien pour les développeurs, pour les product owners, pour les utilisateurs. On aura toujours une application plus robuste et au final qui sera fonctionnelle, qui correspond aux besoins de tous. Je ne sais pas si Alice, tu voulais rajouter un mot? C'est bon pour moi. On va peut-être regarder un petit peu les questions si on a le temps. On n'a pas du tout le temps, mais voilà. Je vois quand même une question. À partir de quand, d'ailleurs, comment mesurer la dette technique? On décide de jeter tout le legacy à partir de page blanche. Alors ça va dépendre de vos négociations avec vos clients, entre guillemets. C'est vrai que si tout votre projet consiste en la résolution de la dette technique, alors
qu'il y a besoin de rajouter de nouvelles fonctionnalités, on peut se poser la question de partir de zéro, mais ça dépendra aussi de la taille de votre projet. Donc, en fait, il faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant par rapport à faire quelques évolutions de dettes techniques, parce que parfois, comme on a dit tout à l'heure, on peut vivre avec certaines dettes, et il y en a d'autres avec lesquelles on ne peut pas vivre. Et ben on va dire quelle est la charge de cette dette avec lesquelles vous ne pouvez pas vivre, et est-ce que le temps de la résoudre, ça sera plus important que de repartir de zéro, quoi. Mais là-dessus, on n'a pas vraiment des pourcentages ou des indicateurs précis de à partir de quel moment il faut pour partir de zéro, quoi. C'est assez compliqué à voir. Donc, ça dépend encore une fois du projet et de ce qu'on réellement, enfin, la valeur qu'on veut amener de notre application. Ensuite, le manque de commentaires et de docs sur l'application est-il considéré comme de la dette technique? Alors, oui, ça peut être considéré comme de la dette technique, tout simplement si on a vu tout à l'heure que si on avait un manque de connaissances sur une partie du projet, c'était considéré comme de la dette technique. Donc, si le manque de commentaires et de documentation entraîne le manque de connaissances, oui, et ce sera le cas à partir du moment où l'équipe commence à tourner et où les personnes qui ont codé, elles sont plus là, ou que même si elles sont encore là, on ne se souvient pas forcément du code qu'on a fait il y a 10 ans. Quoi. Enfin, même la personne qui a développé, je suis sûre qu'elle sera ravie de retrouver des commentaires et de la doc sur ce qu'elle a fait il y a même 2 ou 4 ans. Quoi. Tout à fait. Et ça réduit la complexité du code de voir telle fonction, qu'est-ce qu'elle fait. On va vous mettre également l'adresse du ROTI, effectivement. Je vous la mets dans le chat. On est vraiment désolé pour les soucis techniques qu'on a eus. Hein. Vraiment. C'est bon, on a retrouvé Alice via cette enceinte. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore à l'organisation, au CARA et puis aux différents sponsors. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez monter sur scène, s'il y a le temps, je ne sais pas. Alors, on peut prendre effectivement encore quelques petites minutes si vous voulez. S'il y a des gens qui veulent venir sur scène pour vous poser des questions, que ce soit un peu interactif, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vous fais monter sur scène. Et sinon, en attendant, moi, je vous remercie les filles et j'applaudis votre agilité. Au final, vous avez réussi à pallier aux problèmes techniques que vous avez rencontrés, donc bravo. Et merci pour votre présentation. Et surtout, n'hésitez pas, vous, dans le public, de venir les solliciter, que ce soit dans le chat ou dans la salle Atrium pendant les pauses. Elles devraient être disponibles et se balader un peu comme vous. Donc, n'hésitez pas à venir à leur rencontre pour échanger sur différents sujets. C'est toujours sympa. Et votez dans le rôti. Encore une fois, c'est super important pour les orateurs d'avoir un feedback sur ce qui s'est passé et ça leur permet de s'améliorer et puis de voir un peu ce qu'il y a plus, ce qu'il y a moins plus. C'est toujours important de voir tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse soit lever la main pour monter sur scène s'il y a d'autres questions, soit sinon je vous souhaite un très bon déjeuner et on se retrouve cet après-midi sur d'autres conférences. Du coup, belle journée à tous et encore bravo les filles. Merci beaucoup.